Bonjour à toutes et à tous. D'arriver et de vous connecter. Je vois le nombre de participants qui augmente. Merci à tous de vous joindre à nous pour ce dernier épisode, le troisième de cette série consacrée à la restauration des mangroves. Nous avons aujourd'hui un panel très diversifié, très large et très expérimenté. Nous sommes ravis de pouvoir partager avec vous leurs expériences et de pouvoir leur faire bénéficier aussi des questions que vous allez pouvoir leur poser au fur et à mesure des interventions. Comme vous le savez, ou en tout cas je le rappelle pour ceux qui ont oublié et pour les nouveaux, pour les participants, vous pouvez disposer d'une traduction. Et donc Isabella, qui nous écoute et traduit de l'anglais vers le français et du français vers l'anglais, pourra donc vous la retrouverez dans votre oreille. Si au niveau du petit globe en bas sur la toolbox, vous pouvez appuyer sur interprétation et choisir le canal français ou anglais en fonction de votre choix. Pour tout ce qui concernera les questions, c'est Enora qui est derrière la boîte à questions aujourd'hui, qui va collecter vos questions au fur et à mesure des interventions. Et donc, pour cela, il faut aller sur la petite icône Q&A ou Q&A que vous retrouvez en bas de la toolbox, là aussi. Les speakers, vous le savez déjà, ce webinaire est enregistré, il va être diffusé ensuite sur nos réseaux et donc, attention à ce que vous dites, puisque ça sera gravé pour l'éternité. Cette série de restauration écologique des mangroves se prend dans un cadre sur la restauration écologique sur lequel le Conservatoire s'investit ces dernières semaines. Nous avons travaillé en parallèle sur des ateliers sur la gestion des chats sur les petites îles. Et donc l'idée de cet atelier, c'est d'avoir des exemples très pratiques pour voir, en tirer les leçons, pour pouvoir le répliquer chez vous, mais aussi voir les erreurs à ne pas répliquer. C'est vraiment un échange entre pairs et entre professionnels que nous vous proposons. Éco-solution, cela veut dire île, côte, océan. Et l'idée, c'est de trouver des solutions, pas de s'arrêter sur les problèmes, de réunir des ONG, des chercheurs, des institutions, des bailleurs et d'autres entreprises éventuellement pour pouvoir réfléchir ensemble justement à ces solutions pour ces différents milieux. Et donc, c'est dans ce cadre-là que se passe ce cycle de webinaires où effectivement le Conservatoire du littoral, dont je suis le directeur de la coopération internationale et qui gère par ailleurs, qui intervient sur des territoires avec des mangroves, notamment en outre-mer français. Nous aurons le plaisir de retrouver Jérémy Amiot tout à l'heure qui va nous faire part de son expérience sur le projet J'arrive. Nous avons aussi l'initiative pour les petites îles de Méditerranée et Smilo qui travaille particulièrement sur les enjeux de restauration, mais aussi plus spécifiquement sur les problématiques insulaires, qui nous ont appuyés et qui nous aident depuis quelques semaines à organiser ces épisodes. Le troisième épisode aujourd'hui de cette série sera consacré aux problématiques de gestion et de restauration passive, de manière à essayer d'encourager, de pousser la recolonisation spontanée, naturelle, au sein des territoires qui étaient des mangroves et qui ont été dégradés. Le premier épisode, c'était surtout consacré à comment éviter la destruction de ces mangroves. Le deuxième, c'était sur la restauration plutôt active, même s'il y a évidemment des zones grises entre le actif et le passif que nous pourrons évoquer aussi avec vous aujourd'hui. Derrière la caméra, de là de moi, une équipe qui s'est mobilisée pour organiser ces webinaires. Et donc, Enora, qui vous a contacté, qui sera derrière la boîte à questions, Angélique, qui gère tout le back-office, Cyrielle, qui était à l'organisation générale, et Isabella Ranieri, qui est notre interprète aujourd'hui. Aujourd'hui, 5 personnes qui vont partager leurs expériences. On va retrouver Christophe Croisy, Jim Wright, Jorge Herrera et Silveira, Jérémy Amiot et Virginie Tsilivaris qui vont se présenter. Je n'en dis pas plus, et qui vont pouvoir partager leurs expériences. Dans un timing que vous allez retrouver ici, une introduction générale de Christophe de Biardé, qui va cadrer cet atelier en quelques minutes, 5 minutes, puis Jim M. Wright, Jorge et Jérémy et Virginie vont tour à tour profiter de 5 à 7 minutes. Merci de les respecter pour nous partager leurs expériences. Et après chacun d'entre eux, il y aura une session de questions et de réponses de 5 à 10 minutes en fonction de la diversité de vos questions.
La conclusion viendra à nouveau être portée par Christophe Croisy en quelques minutes, qui retiendra les éléments saillants de la discussion d'aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser vous présenter les uns après les autres en 1 minute, nous dire à quel titre vous intervenez aujourd'hui, qui êtes-vous, quelle est votre expérience, quelle est votre formation, et tout ça en 1 minute. Je propose à Jim. Jim, if you hear me, please. Who are you? Greetings, everyone. I'm Jim Enright. I have been living in Thailand for the last 30 years, working on coastal management issues, and the last 20 years working with the Mangrove Action Project. Glad to be here today. Thank you very much, Jim. Merci beaucoup. Jorge, nous allons traverser un peu les océans et nous retrouver au Mexique. Jorge, please, who are you? Hello, I am Jorge Herrera. I'm professor titular in a research center in Mexico. I have been working in mangrove ecology, mangrove restoration, mangrove conservation, and blue carbon since 30 years ago. It's a pleasure to be here again for this chapter. Thank you. Merci beaucoup, Jorge, qui était déjà dans l'épisode numéro 2, qui nous a présenté un guide sur la restauration des mangroves, qui a été produit par lui et toute une équipe de chercheurs pour la Nouvelle-Amérique centrale. Jérémy Amiot. Bonjour, Jérémy. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Alors, donc Jérémy Amiot, moi je suis chargé de mission au Conservatoire du Littoral, donc basé en Guadeloupe. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler du projet J'arrive, donc contraction entre le mot Jarry et les rivages sur lesquels on intervient au Conservatoire du Littoral et où on porte une action de protection de la mangrove et de la forêt marécageuse. Merci beaucoup, Jérémy. Nous allons retrouver la dernière intervenante du jour, qui sera Virginie. Désolé, on compris par madame, pardon. Vous la parole. Alors, bonjour, donc Virginie Silibaris. J'anime le réseau d'observation et d'aide à la gestion des mangroves, qui est un des projets du programme Outre-mer du Comité français de l'UICN. Donc, le réseau est basé en Guadeloupe, avec des référents locaux dans tous les territoires ultramarins. Et donc, pour ma part, j'anime le réseau depuis février, mais c'est un réseau qui est établi depuis plusieurs années, depuis sa création en 2012. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter le guide technique qui a été élaboré dans le cadre des actions du réseau. Merci beaucoup, Virginie. Nous allons laisser Christophe Croisy se présenter et ensuite, en quelques mots, introduire notre atelier. Christophe, à vous la parole. Merci Fabrice, merci à toute l'équipe IcoSolutions Conservatoire pour l'invitation et l'organisation de ces ateliers. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis un chercheur de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Je travaille dans une unité qui s'appelle AMAP et notre cœur de métier à AMAP, c'est de décrire et comprendre comment les plantes se développent dans le temps et dans l'espace. Donc pour ça, je développe des travaux en télédétection et je m'intéresse à l'évolution des forêts plantées de mangroves, mais aussi aux forêts intactes de mangroves. Donc j'ai une expérience de terrain à la fois en Indonésie, en Inde, en Guyane et au Brésil. Voilà pour ma présentation. Fabrice, donc je continue sur l'introduction. Je pense, oui. Si tu réponds pas, c'est que c'est bon. Donc, merci encore une fois à l'équipe du conservatoire pour m'avoir proposé d'introduire l'atelier sur la restauration passive des mangroves. Bon, j'ai pas choisi la terminologie passive, hein, mais je vais tenter de vous exposer ma vision pour introduire les présentations de mes collègues qui vont suivre. Je dirais d'abord que passive pourrait être synonyme de bon sens socio-écologique. Ben oui, parce que les mangroves, elles se développent, elles existent depuis plusieurs dizaines de millions d'années. Donc, il faut juste te dire qu'elles sont adaptées à la dérive des continents et à des bouleversements climatiques. Donc, au final, elles sont probablement devenues des systèmes, adaptatifs sur certaines côtes tropicales et intertropicales. Donc, on peut se dire aussi que leur fonctionnement à l'interface entre la mer et les terres est complexe, parce que c'est un fonctionnement d'interface, à l'équilibre. Donc, vous l'avez déjà observé, les processus hydrologiques, sédimentaires, écologiques. Les espèces, il n'y a pas forcément beaucoup d'espèces, mais elles ont une forme exubérante.
En fait, tout ça doit témoigner d'une capacité d'adaptation. Donc, c'est complexe. Les forêts de mangrove, c'est un fonctionnement qui est complexe. Et moi, je suis assez convaincu que c'est cette complexité de fonctionnement qui maintient la myriade de services offerts par les populations, offertes pour les populations locales. Donc, une première remarque, en quoi de simples plantations seraient capables de réinitialiser cette complexité de fonctionnement. Donc, la notion de plantation est à prendre. La notion et les opérations de plantation pourraient être prises avec plus de prudence. Deuxième remarque, et peut-être elle est assez positive, n'allez pas croire qu'il faut restaurer les mangroves partout dans le monde, hein. Il y a encore des endroits où la mangrove démontre vitalité et capacité à revenir, voire même une certaine exubérance. Ça, je l'ai constaté en Indonésie, où il suffit d'ouvrir les digues de bassins aquacoles, où il y avait précédemment, avant l'aquaculture, des mangroves. Donc, ça a été converti en bassins aquacoles. Les bassins aquacoles ont été abandonnés, et puis on s'aperçoit que la mangrove peut revenir à partir du moment où les digues sont ouvertes, où l'hydrologie laisse revenir les graines de palétuvier. Puis après, il suffit d'aller dans les grandes régions de mangroves intactes, alors comme en mangrove guyanaise, en fait, de là où je vous parle. Là, on mesure des avancées de mangroves vers la mer de 500 mètres par an. Donc, c'est plusieurs centaines d'hectares en un an. Donc voilà, il y a c'est des aspects positifs qu'il faut essayer de mettre en valeur, mieux comprendre. Et donc, au travers de ces expériences terrain, moi, j'ai acquis la conviction que chaque mètre carré de mangrove, de socio-écosystème de mangrove, a sa propre histoire, son propre fonctionnement et son propre devenir. Donc pour moi, la question de restauration passive, en fait, serait de mettre en valeur, en fait, de faciliter le renouvellement de cette complexité de fonctionnement, sous-entendu que les populations locales ont aussi un rôle à jouer dans le retour de l'écosystème. Donc voilà, je suis assez impatient de voir la présentation de mes collègues qui va suivre, et je donne la parole à Jim Enright juste maintenant. Merci à vous. Merci beaucoup, Christophe. On te retrouvera pour conclure et revenir sur les différentes présentations qui auront été faites aujourd'hui. Merci à toi pour cette introduction parfaite, très claire. Jim, from Thailand, please, the floor is yours. Good morning, everybody. Today, I'm going to be talking to you about community-based natural ecological mangrove restoration, which is basically another approach to restoring mangroves. It's a method that works with nature. If we want to really simplify what I'm going to be talking about, it's working with nature. We find a lot of mangrove restoration work is really fighting against nature. And as Christophe said, mangroves are very good at restoring themselves. They produce a lot of seed. And if they're not naturally regenerating themselves, then there's some problem. So what we are doing as an NGO, looking to see what those problems are. So it's actually a very active, as you will see. Just to give you a little bit of history, after the Indian tsunami, the Indian Ocean tsunami 2004, many of you are aware of it, mangroves got a lot of attention. Millions of mangroves were planted in Southeast Asia and Asia. And there was great failure, probably in the range of 70 to 80% of all mangroves planted. We, as a very small NGO, and I saw this firsthand in many countries, I said, we have to do something. Millions of dollars are being wasted, people's time, and we're not restoring the mangroves. So we got in touch with Robin Lewis. He was a consultant based in Florida. He developed a method called ecological mangrove restoration, which he had been using for 30 years. We invited him to India 2005, and that's where we learned about his approach. We soon realized that his approach didn't involve communities, because in Florida, communities are not involved directly in mangrove restoration.
So in Asia and many developing world, communities live in the mangroves, they use the mangroves, so they have to be part of the restoration solutions. I might add that we find that a lot of mangrove restoration fails because it takes a short-term approach. We often see a lot of these one day, everybody going out, shirts, hats, and doing a big planting, but then nothing happens. Nobody comes back to check. There's no long-range plan. So it has to be a long-term intervention. It has a long-term commitment. Another thing generally about mangrove restoration, it has to be holistic. Many people think it's just planting, but we have to think, I'm glad this session started with protection. We start every one of our trainings by talking about protection. It's the most important part. If we do good conservation, we don't have to restore mangroves. So having to restore mangroves is basically a failure on our part of conservation and protection. The holistic, and it should involve environmental education. We have to involve the next generation in understanding mangroves. Sometimes we have to do livelihood interventions to take the pressure off mangroves. And we really promote the communities involved in the management, community management or co-management. Next, please. Next slide, please. Okay. We have developed this method, and this slide was sort of really summarized. We teach this over from 3 days to 7 days training. So this is a very simplified version of what the method actually involves. If you look on the right-hand side, that's sort of the traditional way. Many people start with a nursery, collecting seeds, then deciding where they're going to plant them and just go out planting. Maybe all in one day, everything's planted out. Our approach, we have to start with involvement of the communities, and we have to look at first of all, we have to look at the hydrology of the system. What are the mangrove stressors? What are the local species on site? We have to understand our particular site, both the biophysical and the social. And then we have to go to look at a natural reference site. That is going to be our model, which we want to copy. So we have to know what we're aiming for as an end of our restoration. Then we have to understand what are the problems? What has occurred to the site? What changes have happened? What is preventing the mangroves from restoring? Then we move on. We want to develop a map. We discuss with the community. We have many discussions. We develop a plan, and we agree on an action. Then we go on to implement what we've decided. Maybe it's changing the hydrology, adjusting the topography, removing the stressors. Maybe it's a livelihood intervention, no planting at all. Then we want to monitor the site. That's usually 3 to 5 years we said it should be monitoring. And then at the very last step, if needed, and we don't get a lot of natural regeneration, then we can plant. We always start with a small amount of test planting after we do all this adjustments to the site. Next slide, please. So after learning this method, we decided we have to learn ourselves. So we implemented about a dozen sites along the Andaman Sea coast. This is in southern Thailand. Some of these communities had 2 to 3 sites. So this was for us to learn firsthand by using this method, but also to prove to others that we can, most of these sites were abandoned shrimp ponds, that this method can be used to restore shrimp aquaculture ponds. Next slide, please. So here are just some photos of what, it's not passive, and these photos will sort of show you. Upper left-hand corner, that's our first training in India, 2005, when we invited Robin Lewis. We've had many trainings since then. So at the community level, we would always start with capacity building, understanding our approach. Then we want to look at the site. We want to look at the topography, hydrology. We use the auto level, particularly in terms of shrimp ponds, because we have to know what the elevation is. Lots of discussions, small ones with communities, big community level discussions,
deciding what we're going to do. We developed the plan on the left-hand side. In our case, it was often a lot of hydrological adjustments to the site, reconnecting the hydrology. So that's using machinery, heavy machinery, backhoes, and a lot of hand digging. Next slide. Just some more photos to show the process. On the upper left-hand side, we would do some test planting. This is not in rows, not a plantation, but we will strategically put seedlings in different places to test the conditions. Monitoring, our approach to monitoring, we can use transects, we have used quadrats, but we rely a lot on time-lapse photos, which I will show you next step. On the photo on the right is producing a fence. We found this is in Rakhine in Myanmar, Burma. The only problem was grazing livestock. It wouldn't matter how much planting you did, you would never solve the problem unless you had a method to prevent the cattle from grazing. So that's what restoration is there, building a fence. Lower left, in many countries, we introduce improved cook stoves, can save 30% of the wood. It's a way to take the pressure off the resource. Environmental education, critical for the next generation. Livelihoods, I mentioned, apiculture has been one of the most successful ones we've introduced as an income generating to take pressure off and to increase the value of the mangrove. Next slide. So just time-lapse photos. It's a whole series. I've only selected 2 here. This is an abandoned shrimp pond. Left, you can see there were no seedlings here at all. The left shows seedlings starting to emerge. Right-hand photo, just over a year, slightly over a year later. Nobody's planted anything here. The sites are just naturally restoring with all the species in the right zone. Next slide, please. So in conclusion, this method, we don't really require any nurseries at the expense of developing nurseries and maintaining them. Every species will end up in its correct zone if we allow nature to do the planting. All our sites, even though they were about 1/2 hectare, we found there were 10 to 13 species on each of our sites after 2 years. The environmental education, the livelihoods, that's what's going to ensure the long-term buy-in for the community, the protection of the site. So we have this training program now, which we've taken to over to 12 countries to train people our approach to restoring mangroves. We do have a list server now with over 400 members from around the world to share information. So you can join that. If you would like to contact me, there's my email address. Thank you very much. Merci beaucoup, Jim, pour cette présentation très claire. Et je vous invite à poser encore quelques questions. Nous en avons déjà quelques-unes. Je vous invite dans la boîte à questions à rajouter d'autres questions. Jim, dans les premières questions que nous avons eues, c'était en termes de choix des participants au sein des communautés. Est-ce que c'est vous qui procédez au choix? Est-ce que vous avez des critères pour que les membres de la communauté soient plutôt des leaders, des femmes, des hommes, des gens de l'administration? Quels sont les critères que vous avez et comment procédez-vous au choix des participants à vos formations et des gens qui travaillent avec vous à vos côtés au sein des communautés? So most of the communities that we get involved in have some type of conservation committee. So that's our first entry into the community. Then the community conservation group usually spreads the message to the rest of the community, invites community members to participate. In our case, the physical work which we did in the field, we paid people minimum wage to participate because people have to give up some type of, we have to look at the income level of the communities. Sometimes people have to give up their whole days fishing if they're going to join. So we have often paid to do the physical work. But we've found having a steering committee
is very useful. Perfect. Thank you so much, Jim. Another question is, what do you do if tourism is the main cause for mangrove destruction? Could you repeat that, please? What do you do if tourism is the main cause for mangrove destruction? Yeah, you know, traditionally, Southeast Asia, aquaculture and agriculture were the main causes of mangrove loss. We find now it's a lot of infrastructure, ports, piers, tourism development. So the thing is to prevent destruction of the mangrove in the first place, and that's often involving the communities to go to local government to raise the issue of the awareness, make the local laws. We find that local communities are the eyes and ears of the mangrove because they're out there every day. They know what's going on. So they're the first people to alert for any destruction. So yes, it's often a complicated process to fight such cases. But having local people speak how the mangroves are very important for them is something that will make governments aware. Okay, thank you. Another question is, how can you guarantee that the site you choose will be the right one? And can you make this method on every site? Choosing the correct site is very important. And that's why there's a lot of preparation. So we look at the site, we look at the biophysical, we gather a lot of information about the site, the topography, the ability of the sites to restore. But probably the more complicated is the social, to make sure that we have to ensure the land tenure issue is very important. That's something that's critical in Southeast Asia. And we have to have the community commitment. We sign usually an MOU with the committee, local government, and local NGOs that would be protected. But as I mentioned, sort of the livelihoods is one of the things that help ensure that the community will protect that site long term. Okay, thank you so much. Another question is, what are the challenges you have encountered? If it's financial, technical, or with the communities? The challenges? Yes, challenges. Every site is different. One of the things we have learned is some of the sites that we worked on that have not had mangroves for 30 or 40 years are very difficult to restore. So we're saying that planting is not needed, but sometimes we need to plant where the biophysical conditions have changed. So in terms of restoring sites, some sites do need planting, but our approach to planting is plant the right species in the right location at the right time and not in a plantation. We have too many plantations now in Southeast Asia. We've lost a lot of the biodiversity of the natural mangrove. And scientific studies are showing these plantations do not have providing all the goods and services that a natural mangrove does, particularly in terms of wind and wave action. So that's one of the things we're trying to make governments aware of. That plantation approach it doesn't provide all those goods and services. Merci beaucoup, Jim. Excusez-nous, nous avons eu quelques petits problèmes de connexion. Mais une dernière question, Jim. Si vous pouviez évaluer la différence de coût entre ce que coûte votre approche en impliquant les communautés et les méthodes classiques traditionnelles de plantation pure avec un taux d'échec assez important. Est-ce que vous avez une idée de la différence du delta de prix? Excellent question. Very difficult to answer because we are approached continually by different donors who the first thing they ask us is how much per seedling does your method
to cost. And we said, well, we want to educate the community. We want to go on study trips. We build capacity. We introduce livelihood, and every community is different. So I would say it depends on the site-specific location. But without adding these other costs of the livelihoods and intervention, we don't have success. We've seen many sites who have been replanted. But if you never deal with the problem of the loss of the mangrove, planting will never solve the problem. So some of these we have found, particularly with shrimp ponds, they're quite expensive to repair because they require hiring machinery. All these ponds were dug with machinery, and they require machinery to restore the hydrology to them. Sorry, don't have an answer. It's but I think we have to take those long-term approach to mangrove restoration. Merci beaucoup, Jim. Je retiens plein de choses, mais notamment 2 points. La première action pour la restauration, c'est d'éviter d'avoir à restaurer, donc de protéger pour éviter la destruction. Et le deuxième point très important qu'on avait aussi évoqué dans le premier épisode, c'est que sans l'implication des communautés, il n'y a aucune perspective de réussite, ou en tout cas cela diminue largement les chances de réussite. Merci beaucoup, Jim, pour votre intervention et la réponse à vos questions. Nous allons passer maintenant la parole à Jorge Herrera du Mexique, de manière à continuer ses interventions et pour discuter avec vous de la méthode que vous avez utilisée dans vos expériences. Jorge, please. Thank you. Well, this is an approach for it's not really a passive intervention, because I want to explain why we use this approach for mangrove restoration. Next, please. Next. Well, as everybody knows, there is a natural and human impacts, and for that reason has been a very strong impact on the mangroves. And this is photographs from the mangroves from the Yucatan Peninsula, where has been destroyed more than, in the Yucatan Peninsula, more than 50,000 hectares in this region. Next. Then many approaches has been implemented for restoration. Many of these approach or many of these processes has been implemented by NGOs. Many of these NGOs don't know or don't have any idea about the basic knowledge of the mangroves, ecology, hydrology, geomorphology, sediments, etc., and use several approaches, but any of these has been successful. All of them can be failed. For them, next, we start on strategic development. We start with a basic research in hydrology, geomorphology, ecology, sediments, etc. After we have demo projects, we start with a very small areas to practice our approach. We training many students and other colleagues, and obviously we involve to the social participation in all the areas has been we working. And maybe we don't have intervention in many countries. We have intervention only in Mexico, but in many places with different geomorphological, ecological, hydrological, and socioeconomical condition. So, and the result of this is the next, please. Is we have these products. We have a manual and a guidelines, C4 and C4 smartphone give us to support for write these 2 products that you can find in the web. Then next, please.
the ecological restoration, we start with an analysis. We call this ecology, forensic ecology, is to know which are the causes of the mangrove degradation. So, and when we observe which are the degradation causes, we start with the actions for implement these processes. Next. What is the problem? When the mangrove is conserved, obviously the mangrove, the ground level remains in accretion. This means that it has elevations. This is an example. Where is the soil level? Here is the points. This is soil level. But when the that means that the mangrove can compensate the sea level rise. Next. But when the mangrove is degraded, the soil subsides. Here is the point. You can see the points, how the soil subsides. That means that the mangrove is more vulnerable to the sea level rise. So when the mangrove is in this condition, this is continually flooded. That means that the seedlings and the seeds can be established because it's flooded. Then what we're going to do next? Well, this is a solution that we implement in some areas that this the soil is the level of soil is subsidized. The name is Tarquinas. This means that we build platforms in order to increase the level of soil. Next. This approach is for the rehabilitation of the topography. And the Tarquinas, it's a platform that is building with the sediments. When we are making a hydrological rehabilitation, the sediments we put in these platforms, and we can planting to use seedlings or propagules from the field. We don't need a nursery. We use directly from the field to these platforms, and we favorite these processes to grow in these patches. These patches is to simulate the landscape of the area, and with these patches, in the time they collect sediments, and in this way, it's the sediment or the soil increase, and we have an elevation of topography. Next. So this is the processes, and as you can see, the community is involved. In this case, it's a group of women in a town of Progreso, Yucatan. There are 20 women that works with us to building this approach. As we are a research center, we use this approach in order to understand hydrology, pH, redox potential, nutrients, etc., in order to understand how the mangrove can facilitate the restoring. So this is the processes, as you can see, all the processes following the rows. This since start, cut, and mesh construction, they transport to the area or the mangroves was degraded, and after the last is filled these Tarquinas with the sediments of the hydrological rehabilitation. Next. Here you can see that the Tarquinas, the size of the Tarquinas can be very valuable, from 1 to 25 square meters. It depends on the area that we want to recover. And this is an example, and that we use a conglomerate. It's a 5 Tarquinas to be together in order to favorite that during the hydrology, during the transport, the sediments maintain inside of this area of the Tarquinas in order to favorite the accumulation of sediments inside of these Tarquinas. And here you can see the processes. How is the growing the Tarquina after 5 years of growth. Next.
So this arrangement, the conglomerates, is in order to simulate the landscape, because as you many know, in some areas the mangrove is not a coverage constantly. These have a different patches, and we intend to simulate this kind of growth over time, because this conglomerate can merge and others don't, so favorite most resilient landscape than monospecific plantations. Next. So we use reforestation, but only we collect propagules and seedlings from the field. We don't use any nursery, so it's less expensive than. And you can see how is the processes and how after 4 years is the growth of these Tarquinas. Next. Obviously, this story of successes must be with the communities. Here is in the left of up on the left is the group of women that works in Progreso, and in the right up you can see different how is the hydrological. You can see the canals, and around of them is the Tarquinas, and how is growing the mangrove around this. With this approach, we have been restored around the 1,000 hectares in 3 sites. Next. This is an example in the marine protect area in Siancan, in Quintana Roo, in the Mexican Caribbean, where you can see how they increase the vegetation in 4 years. In the top right, you can see how is growing the coverage of the mangroves using this approach that in the past was recovered hydrology, but due to the subsidence of the soil, the mangroves can grow because all the seeds and propagules were flooded. So I think that this approach is very successful, because in very few years we have a very high coverage respect to the planting. Next. Yeah. Then our conclusion is that Tarquinas is generate favorable condition for development of the propagules, and therefore increase the survival rate and recovery of mangroves in less time compared with other restore methods. The other is an innovative method in mangroves where soil subsidence are, because in many areas where obviously for respiration, the organic matter of the soil has been lost, we need to recover topography. And has been in the case of the cost effective, this method has been a very cost effective success story respect to other approach. And obviously, with the support of community restoration actions, this can be done in several sites that we have been working. So thank you very much. Merci beaucoup, Jorge, pour cette présentation très claire. On n'est effectivement pas tout à fait dans une restauration passive pure, mais effectivement dans une volonté de restaurer avant tout le niveau du sol avec ces Tarquinas. Et donc, nous avons là aussi quelques questions à ce propos. Nous avons vu sur une des diapos que les Tarquinas que vous positionnez sont positionnés en ligne, comme des plantations forestières, j'allais dire. Est-ce que ce n'est pas un problème paysager, et 2, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres dispositions plus aléatoires qui seraient plus favorables pour l'hydrologie et plus favorables après pour la resédimentation autour de ces Tarquinas? Well, as I mentioned, we are a research center. We need to make experiments. So we need to more control for the experiment. So you can align, this is a big, the big size,
and between these big tarquinas of 3 meters, we use tarquinas of 1 square meter. So we can to simulate the landscape, but we need to favorite that the sediments transport by the currents of water maintain inside of these places in order to increase the soil level in the time. Merci. Merci. Avant de laisser la parole à Enora qui va rapporter les questions de la boîte à questions, une autre question qui a été posée concernant à partir de quel moment, au bout de combien d'années, les autres propagules viennent s'agréger de manière naturelle autour de ces tarquinas positionnés, et est-ce que c'est des propagules qui s'échappent des petits patchs que vous constituez, ou est-ce que ce sont des propagules qui viennent de l'extérieur? Well, the point is that in case of Mexico, many of the degraded mangroves is because a road cut the flood from one side to the other side. That means that they cut the propagule flood. So the transport of propagule is good. One of the first steps that we do is to build culverts in the roads in order to favorite the water flow and the propagule flood. The point is that when this propagule flood to the hydrological recovered site, the subsidence of the soil don't permit that the propagule establish because it is flooded. Then we do increase the soil with the tarquinas, and the propagules and the seeds of the Avicennia, for example, establish the tarquinas naturally. And in our examples that we have, after 3 years, we can observe that these conglomerates of the 5 tarquinas can be cover a large area between them because the proper roots of the mangroves establish around them, and this favorite to attract sediments, and new propagules and new seeds can be established between the tarquinas conglomerate. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Enora et pour quelques questions supplémentaires, je reviens. Thank you. So, what material are used to build the tarquinas, and are they biodegradable? And do you plan to remove them once the seedlings? Excuse me, I can't hear you. What materials are used to build the tarquinas? Are they biodegradable? And do you plan to remove them once the seedlings are installed? Yeah, and after 3 or 4 years, when the mangroves established with the proper roots, we can cut the mesh, and we can use the mesh in other project. Okay, thank you. And how do the tarquinas fill up with the substrate after the installation? I can understand your question. How do the tarquinas fill up? How do they fill in with the substrate after the installation? Sorry, but I don't know if it's substrate the right. If the translator can. Yes, the question is where the soil you put inside the tarquinas are coming from. The soil comes from the hydrological restoration. As you can see, it's the canals, because the first step is to recover the hydrology. This hydrology is recovered with the canals, and the canals, we use the sediments from the canals has been recovered, and we use these sediments to fill the tarquinas.
And also, could you use biodegradable materials for the tarkinas? Is it mesh biodegradable? Well, the problem is that here in the market, it's not that this kind of material. So when in the place where this material is more expensive, that means that the project increases the cost. But what we are doing is to reuse the mesh of the tarquinas for other places. Because, for example, in the case of the Siancan, we are restoring 100 by 100 areas. So we reuse tarquinas in the time, the mesh of the tarquinas. Merci beaucoup. Effectivement, cette question sur les matériaux utilisés est revenue à plusieurs reprises et ce serait intéressant de savoir si d'autres matériaux pourraient être utilisés à l'avenir. Une dernière question qui nous vient de Anne, que je salue, c'était de savoir si vous utilisiez uniquement des propagules de Rhizophora pour replanter au sein des tarquinas ou est-ce que vous avez une diversité de propagules que vous essayez de mélanger? Well, in the Americas, we have a very low biodiversity of mangroves. We have 3 species of mangroves: Rhizophora mangle, Avicennia germinans, and Laguncularia racemosa. Then, frequently, according with the hydrology, we have a mix of Rhizophora with Avicennia or Rhizophora with Laguncularia. It depends mainly of the salinity of the interstitial soil. Merci beaucoup, Jorge, pour ce partage d'expérience. Je vous remercie et nous allons nous déplacer légèrement du Mexique à la zone Caraïbe 16 pour retrouver Jérémy Amiot, qui est le gestionnaire de projet au sein du Conservatoire du Littoral, qui anime le projet J'arrive en Guadeloupe. Jérémy, à toi la parole. Bonjour. Alors du coup, je vais vous présenter le projet J'arrive. Donc, je te laisse passer à la diapo suivante. Voilà. Donc, contexte rapide. Donc, pour le plan, je vais vous parler d'abord du contexte géographique de la zone qui nous intéresse, un peu les écosystèmes qu'on peut retrouver, et puis vous parler des volets d'action du projet J'arrive que l'on porte en Guadeloupe. Je te laisse passer à la diapo suivante. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, la Guadeloupe, donc, qui se trouve au niveau des Antilles françaises, notre projet se porte au niveau de la zone centrale de la Guadeloupe, sur la commune de Baie-Mahault, et notamment sur Jarry. Jarry qui est la zone industrielle la plus grande des Antilles et l'une des plus grandes de France. Donc, on a pu voir que cette zone s'est montée petit à petit en fait, depuis 1955. Elle a grandi au défaut de la forêt marécageuse et de la mangrove que l'on retrouve à son centre. Donc, on a estimé qu'elle avait perdu un tiers de sa surface en 70 ans pour se retrouver à 180 hectares aujourd'hui. Non, tu pouvais rester sur. Donc, les 180 hectares ont été affectés au Conservatoire du Littoral en 2010. Et donc, c'est via cette affectation que nous pouvons travailler avec notre mission de propriétaire pour la restauration de l'écosystème et notamment le traitement des occupations qui sont tout autour de la forêt, occupations surtout industrielles. Donc, il y a 27 hectares d'occupation sur le pourtour de la forêt. Je te laisse passer à la diapo suivante. Donc, les écosystèmes que l'on retrouve sont majoritairement de la forêt marécageuse, donc le Pterocarpus officinalis, qu'on appelle ici le sang-dragon, par rapport à sa sève, et puis une zone de mangrove. Donc, c'est 150 hectares de forêt marécageuse et 27 hectares de mangrove que l'on retrouve sur Jarry. Elle est très menacée, cette forêt, notamment par l'activité économique qui s'est déployée sur ces 70 dernières années, avec pas mal de remblais que l'on retrouve tout autour de la forêt, voire à l'intérieur, puisque les entreprises ont remblayé davantage pour tout ce qui était zone de stationnement ou zone de stockage de matériaux.
Et on retrouve également beaucoup de déchets divers et variés sur l'ensemble de la zone, puisque les personnes viennent déposer directement leurs déchets en arrière des entreprises pour jeter ça dans la forêt, pour que ce ne soit pas visible, et c'est plus simple pour eux. Et dernier élément de menace, c'est surtout la pollution que l'on peut retrouver sur l'ensemble de la forêt. On a un peu étudié sur la partie eau et sédiments, donc sur les emprises que l'on protège, et on retrouve des pollutions qui sont plutôt hydrocarbures ou des métaux lourds, donc qui sont à traiter par la suite. Et comme vous le savez, donc la mission de préservation de ces espèces et de ces écosystèmes permettra dans un premier temps, on a mis protéger la population des inondations, puisque c'est quelque chose qui ressort, et on s'aperçoit que c'est comme ça qu'on arrive à capter un peu le public sur l'intérêt du projet, c'est qu'ils comprennent bien que l'inondation ne va pas être traitée entièrement via la restauration de mangroves, mais en tout cas, ça peut en faire partie, surtout que c'est des zones qui sont régulièrement sous l'eau, puisque elles ont été construites sur la zone humide. Ça permet aussi de protéger donc la population en cas d'ouragan et limite l'érosion du littoral. Ça préserve la biodiversité, vous le savez, puisque forcément, on a beaucoup d'espèces qui viennent vivre, se nourrir, mais aussi se reproduire au niveau des mangroves, un peu moins au niveau de la forêt marécageuse, mais on en retrouve quand même. Et nous, ce qu'on cherche à faire au niveau de ce projet, donc, c'est de réussir à trouver un équilibre entre la restauration de la forêt, mais également l'activité économique, vu que c'est vraiment une zone très importante pour le territoire entier. Et ça nous permettra aussi d'améliorer le cadre de vie des usagers. Je te laisse passer à la diapo suivante. Donc, je vous disais qu'on est propriétaire en fait de la zone depuis 2010, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a vraiment commencé à travailler sur le projet en 2016. Et là, on a commencé à recruter des personnes en charge de la zone pour, dans un premier temps, rencontrer les entreprises qui occupent le domaine public et pour travailler à une libération de ce domaine. Donc, on a une quarantaine d'entreprises, même plus, on ne les a pas encore tous répertoriés, sur 27 hectares, surtout au niveau du centre de la forêt. Et donc, notre travail, c'est de les rencontrer pour un peu leur expliquer l'intérêt d'une préservation de l'espace naturel, mais aussi de leur montrer qu'ils sont sur une situation particulière, puisqu'ils sont occupants du domaine public sans autorisation. Donc, notre premier élément va être de le libérer, donc en travaillant avec eux à un retrait progressif, soit total pour certains parce qu'ils ont la capacité à retirer totalement leur occupation, soit de manière transitoire avec une potentielle convention d'occupation temporaire qui peut aller jusqu'à 9 ans, pour lesquels on va leur demander de reculer leur emprise, d'enlever les remblais à hauteur d'au moins la moitié de leur occupation historique, et que l'on puisse travailler derrière à un conventionnement sur les 50%, voire moins, restants, de manière transitoire, avec des aménagements qui sont légers et qui sont réversibles. Aujourd'hui, donc en 2022, même 2023, sur les 27 hectares d'occupation, on a réussi à libérer déjà 4 hectares et en conventionner certains. Donc, c'est 3 hectares qui sont libérés totalement, 1 hectare qui est conventionné, donc sur lequel les entreprises ont une convention avec nous. Et donc, ça représente 5 conventions d'occupation temporaire avec 5 entreprises. Et là, pour cette année 2023, et les chiffres sont un peu biaisés puisqu'on a travaillé, il y a une entreprise qui a reculé hier son occupation, donc on est à 6,2 hectares en cours de libération, donc on a un peu moins de 6 hectares puisqu'on a récupéré 5000 m² il n'y a pas si longtemps, et donc en cours de conventionnement. Je laisse passer à la diapo suivante. Donc, on avait axé le projet J'arrive sur 4 volets d'action, le premier étant la libération du domaine public, mais également le deuxième sur la diagnostic du site. Comme les autres présentations avant, on a quand même essayé de voir un petit peu qu'est représenté cet espace, qu'est-ce qu'on pouvait y retrouver. Donc, un premier diag qui était plutôt écologique, faune et flore, habitat, pour vraiment comprendre la zone, savoir ce qu'on peut retrouver comme espèce, quelle espèce emblématique on peut retirer de cet écosystème, qui pourrait parler justement à la population et aux collectivités pour qu'ils puissent appuyer davantage le projet et que tout le monde prenne conscience de l'intérêt de sa préservation. Ce qui nous semblait nécessaire et évident, c'était aussi de voir ce qu'on pouvait retrouver dans le sol. On savait qu'on avait des entreprises tout autour, des entreprises qui pouvaient être polluantes. Certaines sont classées ICPE. Donc forcément, on pousse des analyses de sol et d'eau pour voir si on retrouve de la pollution. Et c'est ce qui s'est passé sur différentes analyses, où on a retrouvé pas mal d'hydrocarbures dans l'eau qui était potentiellement stagnante, dans les sédiments au niveau des canaux et au niveau des remblais qui sont pollués, donc soit hydrocarbures, soit en métaux lourds.
Et derrière, la dernière étude, c'était une étude plutôt hydrologique, donc sur le pourtour de la zone centrale et des zones est et ouest, pour voir un petit peu comment fonctionnait l'écosystème de manière hydrologique. Je te laisse passer à la diapo suivante. Donc, en termes de troisième volet d'action, donc c'était la restauration. Je vous ai mis un exemple. C'est la première entreprise avec laquelle on a travaillé. Donc, je vous disais qu'on intervenait depuis 2016 pour rencontrer les entreprises. La première avec qui on a travaillé a commencé à travailler au retrait en 2018. Donc, on a bien travaillé avec elle en 2017. Et en 2018, ils ont commencé à faire les premiers déblais de leur zone. Donc, c'était une zone qui était sur 6000 mètres carrés. Et en fait, ils utilisaient la zone remblayée pour du stockage de conteneurs, comme vous pouvez voir sur l'image, et de matériaux. Donc, zone qui était peut-être plus simple à traiter puisqu'il n'y avait pas d'occupation vraiment très lourde. Et le remblai était un remblai qui était assez faible. C'était une hauteur de 80 cm de remblai, alors qu'on peut retrouver 3, 4, 5 mètres de remblai sur certaines zones. Donc, on a travaillé avec l'entreprise qui avait aussi à cœur de se faire une belle image sur le territoire. Et donc, le fait de faire de la restauration de mangroves, ça lui allait très bien. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé à enlever les remblais sur 3300 mètres carrés en fait, d'occupation en nous demandant de pouvoir conventionner sur le reste. Donc, ils ont eux-mêmes enlevé les remblais, c'est-à-dire que nous, on demande à ce que ce soit l'entreprise qui enlève le remblai à ses frais, s'ils veulent aussi obtenir une convention d'occupation sur le reste de manière transitoire. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Donc l'entreprise a enlevé les remblais, a remis à hauteur d'eau, donc 80 cm, comme je vous disais, pour qu'on soit au niveau des palétuviers que l'on retrouvait en bordure, parce qu'elle était en limite des palétuviers. Et derrière, on n'a pas planté de palétuviers, on a laissé se faire, et en fait, les palétuviers qui bordaient l'occupation ont petit à petit se sont petit à petit développés. En fait, on a vu les propagules arriver et puis les palétuviers grandir d'eux-mêmes. Donc là, je vous ai mis une photo de 2022 pour vous montrer un petit peu que le milieu avait bien évolué. On l'a ouvert et de lui-même, il est revenu. Aujourd'hui, en 2023, on a des arbres qui dépassent les 2 mètres, de 3 mètres de haut, qu'on n'avait pas en 2018. Voilà, donc on a restauré 3300 mètres carrés de mangroves sur cet espace-là. Donc c'est petit par rapport aux autres collègues qui ont pu parler des différents types de mangroves qu'on retrouve ailleurs. Mais en tout cas, pour la Guadeloupe et pour le projet J'arrive, c'est vraiment une grande victoire. Voilà. Et donc pour le dernier volet d'action du projet, tout simplement, c'est l'aménagement. Le Conservatoire du littoral, donc sa mission, c'est effectivement de protéger les espaces naturels, notamment par l'aspect foncier. Être propriétaire, c'est la première chose, c'est la base pour nous, parce que derrière, on peut agir, on peut réaliser des travaux s'il y a nécessité de faire des travaux pour restaurer le milieu. Mais derrière, on a aussi cette mission de l'ouvrir au public, pour que le public puisse découvrir les milieux naturels que l'on retrouve notamment sur le territoire guadeloupéen. Donc, on a un projet d'aménagement de la zone pour la valoriser, qui est un sentier en fait du littoral qui ferait le pourtour de la zone. Ce sentier aurait deux volets en fait. C'est que dans un premier temps, c'est pour que les personnes puissent découvrir la mangrove, l'intérêt de cet écosystème et la forêt marécageuse. Mais dans un deuxième temps, ça nous permet aussi de recréer une espèce de zone qui empêcherait de nouvelles occupations, de nouvelles entreprises d'empiéter sur la forêt. Et ça permettrait également d'apporter une vigilance supplémentaire, puisque vu que ce projet commence à prendre un peu d'ampleur ici, les personnes sensibles pourront, quand ils traverseront le sentier, nous alerter sur toute nouvelle dégradation qui pourrait arriver. Voilà pour le 4e volet. Et donc en conclusion, comme je vous le disais, on est sur une forêt marécageuse et une mangrove qui a perdu un tiers de sa surface depuis 70 ans via le développement économique de l'île et notamment le rapprochement sur la zone centrale où les entreprises ont commencé à se coller au niveau du port et donc à développer vraiment ce pôle économique. Les différentes pollutions que l'on peut retrouver, donc type hydrocarbures ou métaux lourds dans les sols et dans l'eau. Les différents dépôts de déchets qui continuent encore aujourd'hui à se faire. Ce n'est pas parce qu'on a commencé à travailler sur le projet que ça se termine. Tous les jours, on retourne sur Jarry, il y a de nouveaux remblais, il y a de nouveaux déchets. À nous et à nos gestionnaires de pouvoir intervenir sur la zone rapidement et d'éviter tout ça. Mais ce n'est pas simple tous les jours.
Et donc, le projet a vraiment cet objectif de restauration de ces deux écosystèmes et des écosystèmes qui sont complémentaires, et notamment par les différents volets d'action dont je vous ai fait part. Et une chose importante qui prend un petit peu le parti des autres intervenants, c'est qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'il fallait que la population nous suive sur le projet. Donc, nous, c'est aussi nos partenaires et les collectivités au sein du projet. Il a fallu qu'on mette vraiment le pied à l'étrier, que le conservatoire vraiment y aille pour que les gens commencent à comprendre que oui, il y a un intérêt à le faire et qu'on peut le faire. Parce qu'au départ, c'est difficile de le faire, on n'y croit pas forcément. Maintenant que le conservatoire a travaillé dessus depuis 6-7 ans, qu'il y a des actions qui se font, qu'il y a des entreprises jouent le jeu et reculent, en fait, ça fonctionne. Cette année, on a réussi à conventionner avec justement le gestionnaire, donc la commune de Bémao, pour qu'ils puissent nous apporter leur aide et avoir une surveillance supplémentaire du milieu avec 3 agents du littoral qui pourront voir s'il se passe de nouvelles dégradations ou pas du milieu et pouvoir sensibiliser les gens. Donc c'est vraiment par ce biais aujourd'hui qu'on arrive à protéger davantage cette forêt humide. Voilà. Super, merci beaucoup Jérémy, c'était très clair. De notre côté, nous avons choisi de présenter cet exemple pour deux raisons, parce qu'effectivement c'est un projet porté par le Conservatoire du littoral et ça nous semblait important de montrer que l'acteur, qu'est le Conservatoire, qui est un acteur foncier, pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes un opérateur public qui intervient en zone côtière de toute la France, métropolitaine et outre-mer, pour acheter des terrains ou se faire affecter ou attribuer des zones lorsque c'est effectivement sur du domaine public maritime. Donc ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'était de montrer un projet un peu extrême. C'est-à-dire que là, on est dans de l'urbain, de la zone industrielle, enfin, voilà, avec des pressions colossales, des pollutions, des enjeux assez difficiles. Et ça nous semblait intéressant, voilà, de montrer un projet intra-urbain, j'allais dire. Et donc, ça nous paraissait particulièrement intéressant. Justement, par rapport à cela, il y a des questions qui concernent le financement. Est-ce que les entreprises qui, visiblement, occupaient de manière pas toujours légale ou qui avaient empiété sur le domaine public maritime, aujourd'hui, au-delà de réparer en intervenant dans les remblais, participent au financement de cette opération qui doit être un financement, enfin, le coût du projet doit être important. Et si les entreprises participent, à quelle hauteur? Et si elles ne participent pas, qui finance? Alors, c'est très intéressant. Le coût ne fait que évoluer, en fait. C'est simple, quand j'ai commencé la mission, on avait évalué le travail à 1 500 000. Au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'en faisant les études de pollution des sols, on a des sols qui sont pollués, ça demande un traitement supplémentaire, traitement in situ qu'on commence à mettre en œuvre, mais sinon c'était du traitement qui demandait à exporter le remblai pollué, puisque en Guadeloupe, on n'a pas les filières de traitement adéquates pour toutes les pollutions, ce qui faisait beaucoup grimper les prix. Aujourd'hui, on est plus sur du 9 millions d'euros pour traiter les zones sur lesquelles on travaille. Les entreprises participent déjà à hauteur de leur impact. Donc, on va les voir pour qu'ils puissent enlever le remblai à leurs frais. La première que je vous ai montrée là, ça leur a coûté 150 000 euros, c'est pas 200 000 euros, pour enlever les 3 300 mètres carrés de remblai. Donc oui, ils participent. Pour nous, c'est des coûts, en fait, ça fait partie des coûts du projet. Donc ils participent. Ils ne participent pas davantage à faire reculer les autres occupations et à payer les coûts des autres déblais à faire. Aussi parce que c'est difficile pour eux, en fait. Il y a des entreprises qui, économiquement, si c'est déjà difficile de retirer le remblai qu'on leur demande, parce qu'ils risquent de couler totalement, parce que financièrement, c'est pas ça. Si en plus on leur demandait de participer pour les autres entreprises, voilà, ils n'y arriveraient pas forcément. Et pour compléter sur le financement, on a différents financements. Donc pour le poste en lui-même, c'était l'OFB qui nous avait appuyé. Il y avait un appel à projet, donc on avait répondu pour le premier financement. Aujourd'hui, on est sur un financement fonds propres du conservatoire pour le poste. Et pour les travaux, on a différents financeurs, partenaires, DEAL, BRGM,
les fondations qui aident le Conservatoire du littoral, et on a eu du FEDER aussi qui nous a appuyés. Donc voilà, il y a différentes possibilités pour les études et pour enlever les remblais. Merci beaucoup pour préciser pour les gens qui ne connaissent pas tous les acronymes français. Donc, c'est des organismes publics où effectivement les fonds FEDER sont des fonds européens. Enora, je te laisse la parole pour les autres questions que nous avons reçues. Une autre question, c'est généralement comment se passent les interactions avec les entreprises et est-ce que c'est très conflictuel? Alors, effectivement, c'est jamais simple, hein. Chaque entreprise est totalement différente. C'est-à-dire qu'on peut avoir de la chance de rencontrer une entreprise qui s'installe tout juste et donc qui a cette envie de pouvoir nous aider parce qu'elle se rend compte qu'elle est en occupation illégale, donc qu'elle n'a pas de titre, qu'elle risque d'avoir des problèmes derrière. Donc, même si c'est difficile, ils travaillent avec nous. Il y en a d'autres qui ne comprennent pas forcément, puisque ça fait plus de 30 ans qu'ils sont sur le territoire. Il était possible que certaines fois, certaines personnes auraient pu leur dire de s'installer ici et pas ailleurs, ce qui n'a pas facilité certains échanges. Pour exemple, on a une entreprise, donc une autre, pas celle que je vous ai montrée, avec qui on travaille depuis 2016. C'était très difficile, très conflictuel. On a mis en demeure, on a fait un procès verbal de grande voirie pour que la personne enlève son occupation. Et finalement, c'est revenu à l'amiable au bout de 4 ans parce que ça a changé. Le père a arrêté son activité, c'est ses fils qui ont repris. Et ses fils veulent que leur territoire soit propre. Ils veulent un développement de la mangrove, de la forêt qu'ils ont vu en fait depuis qu'ils sont gosses sur le territoire. Et donc, eux, même si ça leur coûte de l'argent, ils sont là et c'est plus facile de discuter avec eux. Donc, c'est différent sur chaque entreprise qu'on rencontre. Il y a toujours un temps conflictuel parce qu'on arrive, on reste un établissement public. On vient pour faire de la restauration, pour enlever une partie de la zone qu'ils occupent et où potentiellement, financièrement, eux, ils y voient un intérêt de leur côté. Donc oui, c'est pas toujours simple. Très bien, je vois. Et du coup, quels sont les meilleurs arguments pour convaincre les entreprises et les particuliers de céder du terrain? Quelqu'un veut un conseil? Nous, le meilleur argument, c'est que d'une part, ils sont occupants illégaux, donc ils ne sont pas dans la régularité, et que s'ils ne nous aident pas, ils vont devoir retirer tout leur remblai et ça va leur coûter beaucoup plus cher si c'est nous qui intervenons avec une entreprise qui sera sélectionnée que si eux, ils le font en interne parce qu'ils peuvent, ils ont les moyens pour certaines entreprises, que si c'est une autre entreprise qui le fait pour eux. Donc c'est surtout ce côté-là. Ils comprennent bien qu'ils sont occupants illégaux en fait et qu'ils ont cette envie de régulariser leur situation et de ne pas avoir de problème en fait par la suite. Merci beaucoup, Jérémy. Une dernière question à commenter, Nora, pour l'interface avec le public. Dernière question qui concerne la phytoremédiation. Est-ce que vous avez réfléchi à cette phytoremédiation pour corriger les pollutions au sein des sols contaminés, pour éviter de les mettre en décharge? Alors effectivement, c'est quelque chose sur lequel on travaille parce qu'on est tous d'accord que ça n'enlèvera pas le problème. Si on enlève les déchets, qu'on va les mettre ailleurs ou en décharge, c'est pas génial. Donc oui, on commence. Bon, là, c'est pas de la phyto qu'on a fait pour le moment parce qu'on n'a pas encore trouvé d'endroit spécifique où on pourrait appliquer la phytoremédiation, mais sur une ancienne station-service qui aujourd'hui n'est plus là puisque ça a été restauré. Il y avait des terres polluées, notamment en hydrocarbures. Et ce qu'on est en train de réaliser là avec du coup Total, puisque c'est eux qui s'occupent de cette partie-là, c'est du land farming. Donc en fait, les terres polluées sont déposées sur le site, donc c'est un traitement in situ. On met un géotextile en dessous des terres polluées et donc on met des terres polluées par-dessus et on va venir les retourner régulièrement pendant 6 mois, en tout cas pour cet exemple-là, avec un apport de nutriments et de bactéries qui vont pouvoir commencer leur travail et dépolluer le sol. Et une fois le sol est dépollué, on pourra nous réutiliser le sol pour potentiellement réaménager certains espaces à proximité. Pour l'ouverture au public, on aura besoin d'éléments paysagers ou
ou d'éléments pour le stationnement. Donc, on peut réutiliser cette terre-là à ce moment-là. Merci beaucoup. Plein d'autres questions, mais malheureusement, on n'a pas le temps de toutes les poser aujourd'hui, puisqu'on est déjà en retard. Merci beaucoup, Jérémy. Les gens qui voudront plus de renseignements pourront s'adresser au Conservatoire du Littoral en Guadeloupe. Voilà, merci bien. On va passer maintenant à la dernière partie avec Virginie Tsilibaris de l'UICN pour parler du guide qui a été produit dans le cadre du réseau national d'observation et d'aide à la gestion des mangroves. Virginie, à vous la parole. Voilà, exactement. Donc, je vais présenter ce guide qui a été élaboré dans le cadre des actions du réseau d'observation et d'aide à la gestion des mangroves. Donc, on peut passer à la prochaine diapo. Je vais commencer par dire quelques mots sur le réseau qui a été créé sous l'impulsion de l'IFRECOR, donc l'initiative française pour les récifs coralliens, et qui est coordonné par le pôle relais zone humide tropicale dans le cadre du programme Outre-mer du Comité français de l'UICN. Le réseau a pour vocation de soutenir tous les efforts de conservation des mangroves dans tous les territoires d'outre-mer français, dans les régions des Caraïbes, de l'Amazonie, de l'océan Indien et du Pacifique. Une prochaine diapo. Donc, les objectifs du réseau sont de fédérer tous les acteurs travaillant sur les mangroves dans les territoires ultramarins français et de promouvoir la coopération régionale. Un autre objectif, c'est également de promouvoir les bonnes pratiques et les échanges d'expertise, d'apporter également des outils de surveillance et d'alerte et de sensibiliser et d'éduquer à la préservation de ces espaces naturels. Prochaine diapo. Alors, dans le volet promotion des bonnes pratiques, le réseau s'est penché sur la thématique de la restauration des mangroves, qui est de plus en plus pratiquée dans les territoires ultramarins. Et face au constat d'un manque de recommandations en langue française et adapté au contexte des territoires ultramarins français, le réseau a décidé en 2018 d'élaborer un guide technique de restauration pratique et facile à l'attention de tout gestionnaire souhaitant se lancer sur un projet de restauration. Donc, c'est un travail qui est le résultat d'un travail bibliographique de fond basé sur la littérature et les pratiques internationales. Depuis l'élaboration du guide, le réseau a proposé des accompagnements auprès des gestionnaires sous forme de formation et de journées d'échanges techniques. Une traduction en anglais a également été effectuée en 2020 avec le support de l'ICRI, donc le International Coral Reef Initiative. Alors, le guide il est structuré en 3 parties. Une première partie introductive qui traite des questions, notamment des questions essentielles à se poser avant toute entreprise de restauration, qui vont permettre de définir les objectifs et aussi le choix de la méthode. Une deuxième partie qui traite de la colonisation naturelle et qui est préconisée comme approche à privilégier. Dans cette partie, le guide donne des clés sur les paramètres abiotiques à analyser qui vont permettre de donner des indications sur la géographie physique du site et les paramètres hydrodynamiques. Et donc, est aussi discuté le rétablissement de conditions hydrologiques favorables qui peut être nécessaire pour permettre une dynamique de végétation spontanée. La troisième partie traite de la plantation de palétuviers avec 2 méthodes, la plantation directe et les pépinières artisanales. Le guide donne également des outils et des conseils sur le suivi post-opération. Prochaine diapo. Alors, quelques messages clés qui, pour la plupart, ils ont été déjà discutés, évoqués lors des différentes présentations et des différents épisodes du webinaire. Alors, le guide, premièrement, souligne donc l'importance d'une analyse préliminaire des paramètres abiotiques qui vont permettre de donner des indications sur les possibilités d'implantation de mangroves en fonction des espèces. L'approche empirique ne doit pas être négligée avec notamment l'observation d'une mangrove de référence contiguë au site si possible. Le guide recommande en général une colonisation naturelle lorsqu'il y a des signes d'autorégénération avec, si besoin, le rétablissement des conditions hydrodynamiques favorables. En ce qui concerne la plantation des mangroves, mais c'est aussi le cas en règle générale, comme ça a été discuté pour la restauration passive et active, l'acceptabilité sociale est très importante avec l'implication des populations qui vont permettre le succès du projet et une pérennité dans le temps.
Un autre prérequis, c'est évidemment de s'assurer, avant toute entreprise de restauration, des paramètres favorables physico-chimiques et hydrodynamiques du site et de les rétablir au besoin. Un autre élément important, c'est aussi connaître idéalement l'état du site avant dégradation, qui est une info qui peut notamment être obtenue auprès des populations locales. Et pour finir, le guide souligne aussi l'importance d'un suivi à long terme après restauration, qui va permettre notamment aussi d'apporter des ajustements au fil des temps, avec donc la mesure de plusieurs indicateurs, au moins le taux de mortalité, le taux de recouvrement et la croissance des plants. Et donc, pour finir, avec la dernière diapo, j'ai mis les liens vers lesquels vous pouvez trouver le guide et aussi une liste de contacts pour toute question autour de nos actions. Merci. Merci beaucoup, Virginie, c'était très clair. Quelques questions pour vous concernant le réseau d'observation des mangroves. Est-ce qu'il est possible d'intégrer ce réseau si on ne fait pas partie des territoires que vous avez évoqués? Et si on n'en fait pas, si on ne peut pas officiellement faire partie de ce réseau, est-ce qu'il est possible d'accéder à toutes les ressources que vous produisez? Alors, le réseau, c'est vrai que le champ d'action, c'est les territoires ultramarins français, mais un de nos objectifs, c'est la coopération régionale, notamment avec les pays voisins. Donc, on a quand même des projets, notamment, je pense à un projet en Mayotte en coopération avec Madagascar. Évidemment, tous les outils qu'on produit, ils sont disponibles pour tout le monde, pas seulement pour les acteurs des territoires ultramarins français. Merci. Et une autre question, c'était de savoir sur le guide que vous avez produit, est-ce qu'il est utile simplement sur la région Caraïbes ou est-ce qu'il peut être utilisé sur d'autres zones géographiques avec les expertises que vous apportez? Alors, il peut être utilisé par tout le monde. En fait, nous, on a produit un guide qui était adapté au contexte des territoires ultramarins français, mais en fait, en gros, ce que ça veut dire, c'est que dans le guide, on a donné beaucoup d'exemples et des cas de figure sur les territoires d'outre-mer français. Ou si on donne, par exemple, des exemples de phénologie et critères de maturité des semences de certaines espèces selon les territoires ultramarins français ou des profils de zonation d'espèces. Mais tout ce qui est recommandé dans le guide est basé sur les recommandations internationales. Donc, ça peut être utilisé par tout le monde. C'est parfait, merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cet épisode. On remercie tous les intervenants et puis toutes les questions. Quelques questions n'ont pas été reprises telles quelles, mais je remercie Elodie, Laurent, Patrick, Alex et tant d'autres qui ont posé des questions, qui ont animé notre dernier épisode de cette série où effectivement nous allons retrouver en conclusion désormais Christophe Froisy de l'IRD qui va, en fonction de ce qui a été discuté aujourd'hui, conclure et nous dire le fond de sa pensée sur cette problématique. Je remercie encore Virginie qui a dit. Bon, merci Fabrice. Je vais essayer de dévoiler le fond de ma pensée. Eh bien, dites donc déjà ce qu'on peut conclure que restauration passive ne rime pas avec quelque chose de complètement passif. C'est plutôt des actions très très actives. Et parmi les mots que j'ai retenus, voilà, j'ai holistique, observatoire sur plusieurs années et aussi humilité. Et j'ai l'impression aussi que c'était assez démonstratif dans le cadre de ces présentations ici, qu'une restauration réussie, c'est une restauration qui a une approche assez locale, à l'échelle d'un bassin versant, à l'échelle d'un estuaire, puisqu'à l'échelle humaine, en fait, je dirais, parce qu'il faut impliquer les populations locales, il faut pouvoir documenter le processus de restauration, mais aussi en même temps faire découvrir ce que sont les forêts de mangroves, les socio-écosystèmes de mangroves. Alors en deuxième, en point super important et très, et on a eu un super exemple, c'est qui dit population locale dit l'accès aux terres et donc au régime foncier des terres à mangroves. Donc l'histoire et la fonction du conservatoire du littoral est
probablement très original quand on regarde avec une perspective internationale. Donc, ça mériterait d'être travaillé. Un point, le régime foncier des terres à mangrove mériterait d'être travaillé à l'échelle internationale. Il y a eu des papiers dans Nature de Catherine Lovelock en Australie là-dessus, sur l'importance de considérer les terres à mangrove, de l'utilisation des terres à mangrove. Deuxième confirmation aussi, c'est voilà, la restauration, c'est pas une simple opération de plantation, c'est quelque chose de compliqué. Promouvoir, comme le dit si bien Jim, promouvoir la régénération naturelle, faciliter la nature, c'est quelque chose qui demande du temps. D'ailleurs, Jonas Jupin, au deuxième atelier, avait très bien montré toute l'historique qui avait mené au suivi scientifique du retour dans la mangrove dans la région des Marismas Nacionales au Mexique. Donc il y avait d'ailleurs des questions de comment rendre compte en fait de la mortalité, du succès de la plantation, de la régénération des mangroves. C'est pas parce que je fais la télévision que j'ai des intérêts là-dessus, mais je vous rappelle, regardez Google Earth en mode historique, vous allez pouvoir avoir au travers des images satellitaires détecter des plantules qui font 50 cm de haut. C'est comme si votre œil pouvait regarder des cellules de votre sang. Donc, dans votre région, vous pouvez vous impliquer et dire hey, attendez, on dépense des millions d'euros pour un programme de restauration où il y a encore de la mortalité ici. Ou chouette, la mangrove revient. Parce que je le vois au travers les images Google Earth. Puis de manière plus scientifique, on peut acheter des images à très haute résolution spatiale. Elles sont de moins en moins chères. Voilà, donc j'ai l'impression que j'ai envie de terminer par dire, en fait, la restauration passive a besoin aussi de sous et je la vois comme un processus de co-construction, c'est-à-dire qu'il y a des scientifiques, il y a une société civile, il y a des populations locales, il y a des décideurs, des aménageurs, tous ensemble, on doit se mettre sur le terrain, essayer d'aider à faire revenir la mangrove. C'est, je pense, un objectif partagé qu'il faut bien avoir en tête. Voilà, donc je terminerai de cette façon assez optimiste et positive. Retroussons-nous les manches, travaillons ensemble, et puis je pense que les mangroves n'ont pas fini de nous étonner. Donc voilà, je vous rends le micro. Encore merci à à toute l'équipe organisatrice pour ces 3 ateliers et super de les avoir sur YouTube en replay. Voilà, c'est parce que le message continue à diffuser sur Internet. Merci à vous. Merci beaucoup Christophe. Effectivement, vous pouvez retrouver tous ces ateliers sur le site web Ecosolutions, mais aussi sur le YouTube de la délégation européenne internationale. Effectivement, ils sont déjà pas mal revus. Et puis, il y a un grand partage de ces préoccupations de mangrove à l'échelle internationale. Plus de 46 pays ont participé, ont été représentés lors de l'épisode précédent. Je ne sais pas encore pour celui-là. La diversité des noms. De la boîte à questions, je présage qu'effectivement, nous avons là aussi de nombreux pays représentés. Donc, merci à tous. Je remercie, je ne les cite pas, mais tous les intervenants de ces 3 épisodes, et de toutes les expériences qui ont été partagées, toutes les questions que vous avez pu nous poser. Comme disait Christophe, le sujet des mangroves est loin d'être épuisé. Nous allons l'aborder dans un prochain atelier que nous sommes en cours de préparation à travers les problématiques de carbone. Questions sur carbone bleu et crédit carbone. Voilà, ce sera d'ici au mois de juillet. On vous tient au courant pour en savoir un peu plus sur ces problématiques. Merci à toutes, merci à toute l'équipe d'organisation et merci à tous d'avoir suivi fidèlement pendant ces 3 épisodes. Au revoir, à très bientôt. Merci à tous.